Merci. C'est une vaste question, je ne vais pas espérer la traiter en quelques minutes. Simplement, peut-être pour rappeler un tout petit peu ce qu'il en est, tout ça est un dispositif d'abord assez nouveau, finalement, toute proportion gardée, et assez atypique. Assez nouveau parce qu'il a moins de 30 ans, ce qui, dans des dispositifs juridiques, reste encore neuf. Ça a été créé donc, en 1989-1990 avec cet organisme qui semble ne pas avoir nécessairement la faveur de tout le monde, qui est le GAFI, qui a, pour la première fois, conduit à envisager une mise en place à un niveau international d'un dispositif de surveillance minimale au moins des flux financiers. Alors il faut se rappeler qu'on se situe en 1990, on se situe à une époque où on commence à libéraliser les flux de capitaux, Internet n'existe pas, n'est même pas à l'âge de la préhistoire, enfin n'existe pas dans la forme en tout cas où on le connaît aujourd'hui, donc tout ça a évolué évidemment depuis, et puis nous avons un dispositif qui est en 89-90 est d'ailleurs très ciblé sur un seul objectif qui est la lutte contre le blanchiment et le trafic de drogue, pour caricaturer. Ça, c'est 1990. Depuis lors, je vais passer un certain nombre d'étapes. Le dispositif a très vite évolué. Encore une fois, d'autant plus vite que ça reste encore un laps de temps finalement relativement court, avec une étape importante évidemment en 2001, avec notamment l'intégration de la lutte contre le financement du terrorisme, et à partir du milieu des années 2000, a été intégré d'abord subrepticement, puis plus directement et maintenant très clairement se figure sur tous les agendas la problématique de l'utilisation de ce dispositif à des finalités de lutte contre la fraude fiscale. Alors attention, on rentre dans des débats qui sont difficiles, la fraude fiscale n'a pas forcément et n'a jamais le même sens dans tous les pays. Néanmoins, ce qui était quelque chose de complètement tabou en 90, le dispositif a été construit en faisant en sorte, tout le monde était d'accord, j'ai dit bien tout le monde, hein, la France la première, y compris le président de la République de l'époque, était tout à fait d'accord pour dire que ce dispositif devait servir à tout, mais sauf surtout à la fraude fiscale. Et d'ailleurs, les normes du dispositif, c'était attention, une Chinese Wall, faites en sorte que les tracfins de chaque pays ne puissent en aucun cas communiquer avec les administrations fiscales de chacun des pays. Bon. Autre temps, autre mœurs, le dispositif a très rapidement évolué, donc comme je vous dis, et désormais la Chinese Wall a des trous, pour ne pas dire a été abattue purement et simplement dans certains pays, même si je continue à penser qu'il faut quand même parfois aussi savoir distinguer les objectifs qui trop embrassent mal les trains. Mais néanmoins, nous avons donc un dispositif récent qui consiste en quoi? Concrètement, il consiste à demander à un certain nombre de professionnels, pas seulement les banques, attention, le dispositif a été construit d'abord sur le secteur financier, banque et assurance, mais il s'est élargi à de nombreuses autres professions. Il y a quand même une quarantaine de professions qui sont ciblées en France et qui obligent ces professionnels en fait, à deux types d'obligations. Le premier type d'obligation, c'est ce qu'on appellera techniquement, je ne vais pas vous faire un cours de droit, madame le professeur serait bien mieux placé que moi pour cela, on a d'un côté ce qu'on appelle l'obligation de vigilance, c'est-à-dire la nécessité pour l'ensemble de ces professionnels concernés, qui sont donc encore une fois banque, assurance, mais c'est aussi les notaires, c'est les huissiers de justice, c'est les commissaires-priseurs, ça peut être les commissaires aux comptes, les experts comptables, les agents immobiliers, les agents sportifs qui ne sont même pas au courant, qui sont concernés d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Tous ces gens-là sont censés donc avoir une certaine obligation de vigilance. En d'autres termes, ils doivent, moi je synthétise de façon très simple en disant il y a deux obligations, c'est connaître son client de façon raisonnable. On ne demande pas évidemment la même connaissance du client à un commissaire-priseur qui va prendre une enchère au téléphone et à un banquier qui travaille avec une entreprise, avec un particulier depuis 10 ans. Néanmoins, les deux doivent connaître un minimum leur client. Connaître son client, ça a des aspects désagréables, si je puis me permettre. C'est-à-dire très vite, on a des débats entre les nécessités de la lutte contre le blanchiment et les problématiques de liberté publique. Vous avez tous eu, enfin moi je l'ai eu, donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas eu, une réaction de rejet face à des questionnaires un peu intrusifs de votre banque qui vous demandent si vous êtes marié, en couple, quels sont vos revenus, etc. Et un grand nombre de personnes, et parfois un grand nombre des personnes de la représentation parlementaire qui devraient être parfaitement au courant de la chose, écrivent régulièrement en disant « mais c'est inadmissible, qu'est-ce que c'est que cette intrusion dans la vie privée? On n'a pas le droit de me demander quoi que ce soit. » Bah si, justement, ils ont le droit, ils ont même le devoir. Ils doivent connaître. C'est tellement vrai que si jamais ils ne le font pas, on leur reprochera. Mais
Gardons en tête, parce que c'est quand même c'est toujours un équilibre, que ça soulève aussi des problématiques de protection des données personnelles, des problématiques de protection de la vie privée, que jusqu'où va-t-on demander effectivement et accepter le caractère intrusif, puisque vous êtes face à quelqu'un que vous considérez finalement comme un commerçant, hein, et vous avez raison, moi aussi je fais pareil, mais à pour vous vendre sa baguette de pain, il va vous demander combien vous gagnez, il va peut-être même vous demander des justificatifs. Et c'est très très mal ressenti. Ce sont des choses qui sont souvent très problématiques. Donc, gardons en tête quand même cette obligation. Donc, connaissance du client. Deuxième obligation, compréhension de l'opération. C'est-à-dire, le banquier, comme tous ses professionnels, doivent, pour faire simple, savoir d'où l'argent vient, savoir où l'argent va, et comprendre pourquoi il circule ainsi. C'est très simplement dit comme ça, c'est évidemment très caricatural, enfin, à la base, ça revient à ça. Bon, c'est évidemment très compliqué dans un certain nombre d'hypothèses, c'est très simple dans d'autres hypothèses. Je ne pouvais pas faire une thèse ici sur l'ensemble des difficultés. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose, là aussi, de gérer un compte courant d'une personne physique qu'on connaît depuis 10 ans, dont on voit les revenus et qui a des mouvements financiers assez simples, et de gérer une trésorerie d'une multinationale pour lequel le banquier ne va pas forcément voir, ni même pouvoir voir tout. Néanmoins, à la base, le principe, il est là. C'est je dois savoir d'où l'argent vient, où il va, et comprendre un minimum, ou me mettre en mesure de comprendre un minimum l'opération. Ceci étant, les banquiers donc mettent en place, les banquiers et les autres professionnels mettent en place, autant que faire se peut, un certain nombre de dispositifs qui sont d'ailleurs très largement, et c'est bien normal, automatisés, et qui vont donc conduire les banquiers et les autres professionnels à essayer de repérer des opérations atypiques, des opérations qui ne relèvent pas du profil clientèle auquel on peut s'attendre. Très concrètement, je suis fonctionnaire, je suis payé à la fin du mois, mon banquier me connaît depuis un certain nombre d'années, il s'attend à avoir de l'argent arrivé à la fin du mois, il s'attend à peu près à avoir un certain nombre de dépenses. Si brutalement je me mets à encaisser sur mon compte bancaire des virements internationaux, je suis à peu près sûr d'être déclaré à mon propre organisme, ce qui posera un cas déontologique intéressant qui intéressera sûrement la table ronde sur les lanceurs d'alerte. Donc c'est comme ça que ça marche à la base. Et lorsque une série d'opérations soulève difficulté, le professionnel concerné, à ce moment-là, doit se poser plusieurs questions. La première question, c'est l'opération est-elle illégale? Si l'opération est illégale, la réponse est assez simple. Le professionnel ne fait pas l'opération, il a l'interdiction de faire l'opération, et dans un certain nombre de cas, le professionnel est tenu à l'article 40 du Code de procédure pénale, au moins en France, qui le conduit à devoir déclarer l'opération au procureur de la République. Je précise que ça ne concerne... Enfin, l'article 40 ou d'autres dispositifs équivalents, mais par exemple, ça ne concerne pas les banques. Le dispositif légal ne prévoit pas l'article 40 pour les banques. C'est ainsi fait. En revanche, il y a un autre dispositif, c'est lorsque soit il n'existe pas d'article 40, soit l'opération n'est pas nécessairement illégale. Elle n'est même pas illégale, elle est simplement douteuse, elle est sujette à interrogation. Elle conduit le professionnel à s'interroger sur la légitimité de l'opération. Alors, il doit, c'est une obligation, déclarer ses soupçons. Le terme soupçon est une très mauvaise traduction. On a traduit en France, ce sont des textes anglo-saxons qu'on a traduits en français. Donc on est parti du dispositif anglo-saxon Suspicious Transaction Report et on a traduit ça déclaration de soupçon. En France, on veut souvent vous prétendre parler anglais, c'est une menace ça ne me menace guère. Et en fait, on fait de la mauvaise traduction. Nos amis canadiens qui ont des raisons historiques et malheureuses pour la France de mieux parler anglais que nous ont traduit beaucoup mieux le Suspicious Transaction Report en déclaration d'opération douteuse. Ce qui est beaucoup plus dans la logique du dispositif, parce qu'on n'est pas dans une dénonciation au sens où on l'entend au sens pénal. Je suis un ancien magistrat judiciaire. La dénonciation, le soupçon, ça a une sémantique en France très particulière qui est presque, pour le coup, on n'est pas très loin de la procédure pénale. Non, là, on est dans autre chose. On est dans une opération de levée de doute. On a un professionnel qui se pose des questions. Je peux avoir sur mon compte bancaire des opérations très intrigantes pour mon banquier. Et j'en ai peut-être, d'ailleurs, j'en ai ponctuellement. Alors, j'imagine que ce sont des sommes assez peu intéressantes pour mon banquier, mais je peux aussi en avoir quelquefois pour des sommes plus importantes, sait-on jamais. Et
une situation que j'ai eu l'occasion, avec quelques sourires, d'évoquer dans une salle pas loin d'ici, une situation extrêmement classique, c'est tout simplement l'homme, enfin si on parle des personnes physiques, par exemple, l'homme ou la femme qui soit a une double vie, soit se prépare en tout cas à changer un petit peu rapidement de situation familiale, et en général, dans ces cas-là, on n'envoie pas faire part à son banquier, on l'envoie encore moins à son conjoint, donc on ne l'envoie pas à son banquier, et le banquier peut très bien ne rien comprendre. Et on va faire des opérations qui peuvent susciter interrogation, très honnêtement. Et ces opérations, le banquier ne va rien comprendre, en plus on va être un peu embarrassé quand il va poser quelques questions. C'est le type même de dossiers qui peuvent être transmis à Tracfin au titre de la déclaration de soupçon, donc au sens français, au sens qui doit lui être donné. Alors évidemment, là je cite un cas qui n'est évidemment pas le cas majoritaire. En réalité, dans la plupart des cas, ce sont des hypothèses dans lesquelles le flux financier qui est détecté ne correspond pas au profil clientèle concerné, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale, et que le banquier, le professionnel, l'expert comptable, le commissaire au compte n'a pas pu, soyons francs, parfois n'a pas voulu, trop... Mais c'est humain. Vous savez, j'ai horreur de donner des leçons. De manière générale, c'est facile de parler, c'en est une autre d'agir, et parfois les métiers de ces professionnels-là ne sont pas toujours faciles. Je ne suis pas complètement sûr que je serais toujours tranquille à demander des explications à un certain nombre de loulous qui viendraient à un guichet de banque en banlieue, sachant où j'habite, et le notaire n'a pas forcément envie non plus de poser trop de questions. C'est toujours facile de donner des leçons, mais il faut aussi comprendre que les situations sont parfois plus compliquées qu'on ne le croit. Donc ces points-là sont transmis à Tracfin au titre de la déclaration de soupçon comme opération atypique. Et le rôle de Tracfin, et je m'arrêterai là, c'est alors d'essayer de faire la levée de doute et de regarder si, selon d'autres critères qui sont les nôtres, et à partir d'autres moyens juridiques qui évidemment ne sont pas en possession du professionnel concerné, il y a ou non une révélation d'opération illicite.